Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié à la question des assurances dans les pratiques de réemploi des matériaux de construction. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc, on a 1h30 ce matin ensemble. Ce webinaire, il est organisé conjointement par le CFCB, donc, qui nous fait le plaisir de nous accueillir ici, Bellastock et Rotor, présents également, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Interreg FCRBE et qui vise à faciliter la circulation des matériaux de réemploi en Europe. Avant de démarrer, peut-être deux petits mots sur ce projet européen. Donc, c'est un projet qui est soutenu par le programme Interreg, donc par le fonds FEDER, et qui, donc pendant 5 ans, a réuni 11 partenaires de 5 pays différents pour travailler de concert au développement des pratiques de réemploi et notamment développer des outils pratiques pour mettre en œuvre cette thématique dans vos projets, que vous soyez maître d'ouvrage, architecte ou entreprise de construction. Et parmi les résultats du projet, on peut citer les principaux, que sont un annuaire de plus de 1000 entreprises actives dans les pratiques de récupération et de réemploi des matériaux, qui s'appelle Opalis pour la France et le Benelux, et qui s'appelle SalvoWeb pour le Royaume-Uni. Des méthodes pour prescrire le réemploi dans vos projets, tout simplement. Donc pour intégrer les matériaux dans les projets de construction et de rénovation. Un ensemble de 40 fiches sur les matériaux de réemploi les plus couramment utilisés. Une méthode pour réaliser un inventaire ou un diagnostic ressources dans les bâtiments avant démolition. Et un ensemble de 37 opérations pilotes qui ont mis en œuvre ces outils sur le terrain, dans des contextes très divers, et qui racontent voilà, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces pratiques à son échelle et dans son contexte. Donc plus largement, voilà, il y a un ensemble de ressources assez conséquent qui a été produit dans le projet. On vous invite à aller découvrir sur le site du projet FCRBE. Tout est en open source, donc voilà, c'est vraiment une boîte à outils que vous pouvez dès à présent utiliser pour vos projets. J'en reviens à notre sujet du jour, donc, qui est l'assurance dans le réemploi. Donc, ce webinaire, pour le dire très rapidement, il fait suite à un travail de 2 ans qui a été mené pour récolter et analyser un ensemble de 12 retours d'expérience de bonnes pratiques d'acteurs qui ont bien géré cette question des assurances dans leur projet. Et on va discuter aujourd'hui de 3 de ces cas-là. Donc, on aura la chance d'avoir voilà, 3 professionnels du secteur qui vont vous donner des éclairages sur la manière dont ils ont géré cette question de l'assurance dans leur projet. Et donc, pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Jussaume, qui est à côté de moi, donc PDG de General Metal Édition, qui nous parlera du réemploi des charpentes métalliques. Ensuite, on aura Karine Hiernaut, qui est en ligne, donc responsable innovation et développement chez SECO, qui nous présentera une attestation pour proposer ou pour informer de la qualité d'un processus de réemploi de matériaux. Et enfin, on enchaînera avec Alain Iviglia, qui est lui aussi en ligne, qui est PDG de l'entreprise TMH, implantée à Bordeaux et qui est spécialisée dans la rénovation du patrimoine et qui porte une pratique de réemploi qui est basée sur un savoir-faire artisanal et un contrat d'entretien et de surveillance préventive des ouvrages. La présentation des 3 intervenants sera suivie à chaque fois d'une petite session de questions-réponses d'environ 5 minutes. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure des présentations à poser vos questions sur le chat et on les fera remonter à l'audience. Et pour conclure ce webinaire, donc on aura le CSTB qui a piloté cette étude sur les assurances avec Frédéric Bougrin et Capucine Gauthier de la division économie circulaire et analyse des filières du CSTB, qui nous restitueront voilà, de manière synthétique évidemment les grandes conclusions de cette étude. Voilà, je vous remercie à nouveau pour votre présence. Vous êtes à peu près 200 là déjà dans ce webinaire. Donc, on est très heureux du succès de cette session. Et sans transition, donc, je donne la parole à notre premier intervenant, donc Julien, qui est venu en personne pour restituer son aventure. Bonjour Julien. Eh ben, bonjour et merci à tous, merci à tout le monde. Moi, je suis très impressionné là. 200 personnes, 200 participants. C'est chouette. Écoutez, oui, on va commencer. Tu peux lancer le slide, ouais. Ah bah voilà. Voilà, donc
Je suis donc Julien Jussot, je suis le PDG de la SAS Générale Métal Édition. Voilà, donc pour la petite histoire, on est charpentier. Notre métier, c'est charpentier métallique, serrurier, métallier. Voilà, en 2020, on s'est lancé dans l'aventure du réemploi. Et à la suite de ça, on s'est vraiment interrogé sur cette pratique. Voilà. Alors, pardon. On s'est lancé dans cette pratique. On a pardon, je suis un petit peu troublé. On a monté, voilà, avec Michel Monti, on a monté une voie parallèle, si vous voulez, qui s'appelle Général Métal Édition et qui s'est spécialisée donc dans le réemploi d'ouvrages métalliques. En fait, on s'est dit, voilà, on est charpentier, on a un métier classique courant. Pourquoi ne pas tenter l'expérience de démonter des ouvrages métalliques, de les sélectionner, de les inventorier et de les remettre dans le circuit, en fait, hein, voilà. À la suite de tout ça, on a donc organisé, on s'est mis un peu à la place d'utilisateur, au fond. On s'est dit, tiens, quelqu'un qui veut faire du réemploi, qu'est-ce qui lui manque, de quoi il aurait besoin, comment il pourrait travailler d'une façon assez concrète, parce que, bon, jusque-là, c'était quand même relativement compliqué. Ça allait toujours un petit peu, mais beaucoup moins, avec tout ce qu'on a mis en place. Donc, on a monté cette entité Général Métal Réédition, qui est une voie parallèle à Général Métal Édition. Et dans cette entité Général Métal Réédition, nous avons monté une plateforme numérique qui s'appelle Sinfina. Voilà, j'y suis arrivé. On va pouvoir continuer. Alors, comment ça se passe le process général? Le process général, il commence d'abord par une notion d'expertise au moment de la déconstruction. C'est-à-dire que nous intervenons à la demande pour donc visiter des lieux qui sont en voie d'être démolis et de proposer à la demande donc la possibilité de réemploi pour des ouvrages métalliques. Alors expertiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout n'est pas réemployable. Ça veut dire que donc on vient dire voilà, tel type de charpente, elle est bonne à réemployer, on peut la réemployer. Ce garde-corps, là, ça vaut pas le coup, il vaut mieux le machin, il vaut mieux le mettre dans la voie recyclage. Cet escalier, il est bon à réutiliser, on peut en faire quelque chose, on peut le prendre. Voilà, c'est déjà arriver avec notre savoir-faire de métallier, de dire ces pièces-là, elles valent le coup, ou ces pièces-là, elles ne valent pas le coup. Alors que ce soit d'un point de vue financier, parce que c'est trop compliqué, ou parce que il n'y a pas beaucoup de demandes derrière, ou parce qu'on ne sait pas quoi faire avec un certain nombre de pièces, par exemple. Voilà. Donc ça, on intervient d'abord à cet endroit-là. Ensuite, comme on est charpentier et qu'on est métallier, traditionnellement, l'ouvrage, et ben là, on a la possibilité de les déconstruire. Donc, on peut intervenir à la demande d'un client, à la suite d'un appel d'offres ou autre, pour faire une déconstruction soignée des ouvrages. Une fois qu'on a fait cette déconstruction, on a donc la possibilité de stocker tout ce qu'on a démonté. Donc, on a un hangar de 4000 m² qui est dans l'Aisne, à côté de Château-Thierry. Nous, on est basé à Gonesse, mais là, donc notre stockage est dans l'Aisne. C'est pour des questions financières, de valeur de stockage. Vous imaginez bien que stocker en Île-de-France, c'est plus coûteux que de stocker un petit peu plus loin de Paris. Bon, c'est à 1h20 de atelier, hein,
Mais évidemment, vous comprendrez bien que c'est plus rentable de faire comme ça. Donc, une fois que les pièces sont stockées, elles ont été inventoriées. Et toutes ces pièces inventoriées, c'est là qu'intervient la mise en ligne sur la plateforme numérique Sinfina, donc sinfina.fr, où on va mettre tous les objets qui ont été démontés, on va les mettre en ligne et les proposer à la vente, à l'utilisation. En plus de ça, ça nous permet de savoir exactement tout ce qu'on a sous la main, et ça va pouvoir nous servir en premier lieu d'abord à nous, charpentiers qui avons la possibilité de refaire des ouvrages. On va pouvoir aller taper dans notre stock qui est concrétisé par la plateforme numérique. Alors, tout ça, évidemment, tout n'est pas en ligne parce qu'on est quand même une petite maison. On est en plein développement là depuis 3 ans, donc il y a pas mal de choses, mais tout n'est pas en ligne. Il y a aussi pas mal de choses qui se font à côté et qui ne passent pas par la plateforme numérique. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, soit un confrère ou autre peut venir acheter des produits sur Sinfina, ou alors nous, si on a des projets, on peut les proposer en réemploi. Et comme donc on est charpentier et qu'on façonne, on peut utiliser cette matière pour refabriquer les ouvrages. Voilà. Et puis évidemment, même chose que pour le démontage, on peut aussi intervenir dans la pose de l'ouvrage qui aura utilisé du réemploi. Voilà, pardon, je ne sais pas très bien. Ça va? Ok. Merci. Alors, voilà. Donc, pour remettre, voilà, donc les 3 éléments qui structurent cette activité, donc c'est le site de stockage, donc à côté de Château-Thierry-Crésancy, dans l'Aisne. Ensuite, l'atelier historique de General Metal qui est à Gonesse dans le 95. Tiens, je ne sais pas pourquoi c'est 93, mais pas grave. Une plateforme digitale, donc sinfina.fr. On peut passer. Hop. Alors, voilà. Alors, comment ça se passe? La traçabilité, évidemment, donc je prends un exemple de l'année dernière qui est pas mal, que j'aime bien. Site Goodman à Villeneuve-Saint-Georges, une opération de récupération d'à peu près 70 de mémoire, de 70 tonnes de charpente métallique. Donc en collaboration avec un démolisseur traditionnel. Donc un très très beau site avec beaucoup de ressources, en particulier en acier. C'est dommage, on n'a pas pu prendre plus, mais il y avait la possibilité. Mais après c'est pareil, ce sont des questions financières. Il faut que ça aille à tout le monde. Tout ça, ça doit s'aménager. Enfin, en tout cas, voilà, 70 tonnes, c'était vraiment pas mal. Alors, tout ce qui a été démonté, évidemment, a été vérifié. On vérifie la rectitude, on vérifie que les fers n'ont pas souffert, qu'ils ne sont pas plombés, ils ne sont pas trop anciens, que les peintures qui les revêtent ne sont pas compliquées à retraiter. Donc c'est pour ça qu'on privilégie principalement des charpentes qui sont liées à des poutrelles de charpente qui sont en intérieur. Et donc voilà, tous ces produits qui sont contrôlés avec un process de rectitude, un process d'analyse de ce à quoi ils servaient, sont inventoriés et donc conditionnés pour être transportés et remis en lieu de stockage et en ligne sur la plateforme. Voilà. On va aller plus loin après.
Alors, donc oui, on ne prend pas alors, il y a évidemment des questions de normalisation des aciers. Le début de la normalisation européenne pour la fabrication d'acier, ça a été c'est les années 70 et 73, je crois, de mémoire. Donc, on évite d'aller dans des ouvrages antérieurs à ces années-là parce que ça devient beaucoup plus complexe. Si on le fait, c'est vraiment parce qu'il y a comment dirais-je, un souhait de sauvetage patrimonial. Et là, en effet, donc ça vaut le coup, je ne sais pas moi, de démonter une magnifique halle des années 30, de faire des analyses sur l'acier de l'époque ou du fer pour connaître sa résistance, de savoir si on peut vraiment faire quelque chose. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment patrimonial. Ça s'apparente plus à une notion de réhabilitation que autre chose. Donc, évidemment, on va éviter de prendre des aciers qui ont traîné dans des centrales nucléaires, même si je ne sais pas si c'est véritablement contaminé, mais en tout cas, ça fait tellement peur à tout le monde qu'on évite de le faire. Les ponts roulants, c'est un petit peu la même chose. Ce sont des aciers qui ont les supports de ponts roulants, souvent dans les sites industriels. Bon, ce sont des aciers qui ont pas mal travaillé, donc on évite de les reprendre aussi. Maintenant, ils ont toujours fait leur travail jusqu'à maintenant. C'est un principe de protection, hein, voilà, tout simplement. C'est parapluie. Voilà. Ensuite, évidemment, la traçabilité des produits. Donc chaque poutrelle, on sait exactement d'où elle vient, comment elle a été démontée, par qui, etc. Et ensuite, à la reconstruction, ce qu'on conseille fortement, et la façon dont on travaille pour le moment, parce que ça va changer. On a une tendance quand on reconstruit, à surdimensionner les sections. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, si vous avez un plancher avec une poutrelle de 240, là, ça passe au calcul, on mettra un 270 en réemploi pour rassurer tout le monde. Mais maintenant, ces choses-là vont vraiment changer parce que dans notre fédération, dans la corporation des charpentiers métalliques, le CTICM a mis en place non pas des règles, mais des conseils, et a étudié le sujet. Et par exemple, tout le process là qu'on propose, le CTICM va pouvoir, entre guillemets, l'estampiller, et a déjà commencé à dire, je ne sais pas si dans nos métiers, on a des classes d'exécution selon ce qu'on fabrique. On est en classe XC1, XC2, XC3. C'est des façons c'est des procédures de travail. Et là, par exemple, le CTICM considère maintenant que donc tout ça va être c'est déjà officiel, mais ça va être poussé un petit peu plus loin. On peut jusqu'à maintenant, de mémoire, travailler jusqu'en classe EXC3 avec un acier réemploi. Le seul truc, c'est que notre société va être, entre guillemets, agréée par le CTICM. Qui valide notre façon de travailler chaque année. Après, donc ça c'est pas forcément propre au CTICM, mais le CTICM va le proposer aussi, il va le faire. Pour des analyses plus poussées sur des bâtiments, etc., il y aura la possibilité de faire des analyses d'acier, voilà. Je crois que voilà, il y a un projet un petit peu plus lointain aussi qui est d'estampiller là. Parce qu'un acier, c'est garanti 100 ans d'origine.
Et là, il y aura une garantie supplémentaire. Enfin, tout ça est en développement. Ça avance progressivement. Voilà. Alors, voilà. Il me reste 2 minutes, alors je speed. Merci. L'approche assurantielle, écoutez, c'est donc tout ce process-là, en fait, nous a conduit à avoir une assurance et une garantie décennale, donc qui est une garantie complémentaire, hein, après réception pour les dommages résultant d'une opération de réemploi sur l'ensemble de ces chantiers. Donc j'ai mis la page de la presse, c'est une capture d'écran de notre assurance. Garantie complémentaire après hop, là, on peut revenir. Voilà. On voit que c'est à 750 000 euros par sinistre. C'est déjà ça. Ça peut être poussé, hein, évidemment, mais ça, après, ce sont d'autres histoires. Quoi qu'il en soit, ça a été plutôt simple, hein, notre société d'assurance, on lui a parlé de ça. Elle nous a tout simplement répondu comme ça, avec une garantie complémentaire. On a même la responsabilité pour non-conformité RT 2012 et RE 2020. Donc, vous voyez, c'est responsabilité pour dommages résultant d'une opération de réemploi. On a une franchise, évidemment. Voilà. Après, on peut procéder aussi. Alors, on procède quelquefois. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une assurance nominative aussi pour des projets plus gros. Voilà. On peut passer parce qu'il me reste plus beaucoup. Voilà. Alors, voilà un petit exemple de projet de ce qu'on peut faire. Là, par exemple, on est sur un toit terrasse qui ne pouvait recevoir que des charges d'exploitation et un client qui avait envie de pouvoir recevoir du monde. Donc, la solution a été de faire un surplancher repris dans les acrotères et dans les murs porteurs du bâtiment pour rehausser le plancher et pouvoir avoir une charge d'exploitation beaucoup plus conséquente. Tout ça, c'est du réemploi. Logiquement, ça vient d'un ancien pavillon événementiel à Versailles, spectacle. Un autre exemple. Voilà, un autre exemple, là, ça c'est une surélévation sur un immeuble à Neuilly. Alors là, c'est un ouvrage qui était complètement neuf. Mais là, dans cet ouvrage neuf, j'ai pris cet exemple-là pour expliquer qu'on peut aussi faire une sorte de mixité, c'est-à-dire faire une partie de réemploi dans un ouvrage neuf. Donc là, les 2 PRS inférieurs du plancher bas qui sont en porte-à-faux, qui reprennent l'ensemble du cube. Ces 2 PRS-là, elles sont en réemploi. C'est pas mal parce que finalement, elles-mêmes, ces 2 PRS, elles doivent peser 1 tonne chacune et l'ensemble de la charpente 4 tonnes, quoi. Donc, au rata, c'est intéressant. Voilà. Et là, justement, tiens, hop, c'est de l'ancien Goodman dont je parlais tout à l'heure. Et voilà. Et puis, il y a un projet plus ancien, mais qui est vraiment sympa, qui est vraiment très chouette, avec le CSTB, avec Velastock, les canaux que vous pourrez retrouver sur le lien qui s'affiche en bas. Voilà. Merci. Merci, Julien. Merci Julien. Ouais. Alors, je crois qu'il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Hugo, Capucine, je vous laisse les... Oui, donc on a beaucoup de questions qui concernent vraiment les techniques que vous utilisez dans toutes les phases du projet, depuis la déconstruction jusqu'à la transformation des éléments. Il y a une question qui est revenue aussi sur la propriété des matériaux. Quand vous récupérez des matériaux sur des chantiers de maître d'ouvrage, comment ça se passe en termes de propriété, de transfert? On a une cession. En fait, le propriétaire de l'ouvrage nous cède son matériau. Tout simplement. Tout simplement. Une deuxième question qui est assez large, mais qui a répondu dans ta présentation, c'est finalement, si tu devais résumer les éléments que vous apportez pour montrer que les ouvrages métalliques que vous construisez présentent pas plus de risques, en fait.
des ouvrages qui seraient construits avec des aciers neufs. C'est plusieurs choses. Est-ce que tu pourrais les résumer? Il y a le savoir-faire. Alors, principalement, il y a principalement ça, mais après, je le redis, mais un acier, c'est garanti 100 ans. C'est normalisé dès le départ, enfin depuis un certain nombre d'années. Alors bon, quand on interroge ArcelorMittal, ils peuvent vous dire que quelquefois ils ont des problèmes de coulée sur certains types d'acier. Voilà, et quand on leur parle de tout ça, ils nous disent attention, c'est risqué. Parce que nous, ça nous arrive aussi. Voilà, bon, en effet, ça peut arriver. Maintenant, bon, écoutez, un ouvrage est souvent dimensionné déjà à sa construction et là, dans le cas précis, il est aussi redimensionné quand on le transforme. Donc, au fond, la prise de risque, elle est quand même contrôlée. Maintenant, nous n'avons pas encore construit d'immeubles de 10 étages avec ce process. Hein. On en reste quand même à des choses que vous avez vues qui sont tout de même des projets raisonnables et entre guillemets petits. On espère que ça sera le prochain projet. Je propose qu'on passe à la présentation suivante. De toute façon, on a 15 minutes à la fin de questions générales. Donc, s'il y a des questions qui reviennent pour Julien, n'hésitez pas à les poser. Et donc, on va laisser maintenant la parole à Karine Ernaux, qui va être présente. Et Karine, vous avez si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de partager votre écran. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais en effet partager mon écran. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. C'est parfait. OK. Donc, bonjour à tous, Karine Ernaux. Je suis Innovation and Development Manager chez Seco Belgique, Belgium. Seco est un organisme de contrôle technique sur chantier, mais qui détient en son sein également une division certification et inspection à laquelle je suis plutôt rattachée, plutôt que la partie contrôle sur chantier. Et donc, c'est en 2020, dans le cadre de l'appel à projet bicirculaire, qui est une initiative de la région bruxelloise qui vise à stimuler le développement de l'économie circulaire en région bruxelloise, que nous avons développé l'attestation Safety in Circularity ensemble avec deux sociétés actives dans le secteur du réemploi. Bâtiter, qui est une société bruxelloise, une petite société d'économie sociale, active dans la déconstruction, le traitement, le reconditionnement et la revente des matériaux de réemploi. Jacques Delance, qui est un entrepreneur général de construction qui fait partie du groupe B6 et qui, dans le cadre de ses projets, notamment en région bruxelloise, se voit confronté de plus en plus à devoir utiliser un certain pourcentage de matériaux de réemploi dans ses chantiers, avec toutes les questions que cela comporte sur la qualité des produits qu'il propose pour ses chantiers, et qui ne sont pas assortis de fiches techniques, de certification, contrairement à des produits neufs. Et donc, l'expérience de ces trois joueurs, Seco compris, au travers de ces expériences de contrôle chantier et également de certification et inspection, on se sont mis ensemble pour essayer de lever un des freins principaux que l'on voit pour le développement de l'économie circulaire dans la construction, qui est le manque de confiance, finalement, dans les matériaux de réemploi ou dans les acteurs du réemploi au sens large. Et donc, comment avons-nous abordé l'approche pour aboutir à cette attestation? On a décidé de ne pas se concentrer sur le matériau, mais bien sur le processus de récupération et de préparation au réemploi.
Pourquoi pas sur le matériau? Parce que les matériaux ont eu une première vie parfois très différente, ont été posés dans des conditions différentes, dans des applications différentes. Si je prends par exemple les isolants, et puis on en fait des lots plus ou moins homogènes. Et donc, est-ce que c'est pertinent de faire des tests? Quel type de test? Pour des raisons économiques et souvent de timing aussi, hein, la disponibilité des matériaux pour la nécessité de relivraison sur un chantier complexifie un peu l'approche, et donc on a choisi de se concentrer sur la partie processus en essayant également d'apporter un regain de confiance dans ce secteur du réemploi, non seulement sur le savoir-faire et le sérieux des acteurs impliqués dans le réemploi. On constate que ça fait parfois des années que des acteurs sont occupés à récupérer, à trier. Ils se sont professionnalisés, ils ont vraiment développé un savoir-faire, mais ils n'ont jamais été reconnus. Leur savoir-faire, les techniques qu'ils ont mises en place n'ont jamais été quelque part validées par une tierce partie, et donc ils sont mis sur le même pied d'égalité que n'importe quel bricoleur, pour utiliser ce mot, qui va se faire passer pour un professionnel. Et donc il y avait vraiment besoin de reconnaître ce savoir-faire pour apporter plus de confiance, et également, par ricochet, une confiance sur la qualité des informations que ces acteurs du réemploi remettent sur le marché en même temps que la revente de matériaux, par exemple. Alors, l'attestation permet également de faciliter l'accès à des soumissions. Pourquoi? Parce que dans le cadre de soumission, par exemple pour des matériaux neufs, on remet une attestation, on remet un agrément technique, un certificat. La société, si elle est certifiée ISO 9001, elle va aussi mettre son certificat. Dans le cadre du réemploi, il n'existe pas grand-chose, et donc cette attestation permet aux maîtres d'ouvrage, aux prescripteurs, de ne pas devoir faire le travail de contrôle et de revalidation des caractéristiques des matériaux qu'on leur livre, puisque l'attestation sert un peu de garant. L'attestation permet également de mettre un cadre général à l'activité qui a été développée par les acteurs du réemploi, et on espère que ce cadre qu'elle apporte va également aider le secteur à se professionnaliser. Et plus le secteur va se professionnaliser, plus il va être sérieux et être pris au sérieux également par les différents interlocuteurs. Et donc, on espère que ça va créer vraiment un dynamisme et une accélération de ce recours aux matériaux de réemploi. Donc, l'attestation en général est basée sur un cadre très générique qui s'applique à toutes les sociétés, quels que soient les produits ou les matériaux concernés. Et on adjoint chaque fois une annexe technique en fonction de la typologie de matériaux, qui est basée sur les normes, les règles de l'art par filière typologie de matériaux. Cette attestation est modulaire, donc elle n'est pas limitée à une des phases de la déconstruction, à une des phases du réemploi, pardon, mais bien, elle couvre bien la chaîne, donc que ce soit le démontage ou la déconstruction, le traitement, le reconditionnement et le stockage. Une société intéressée par l'attestation peut demander cette attestation, cette reconnaissance pour l'ensemble des phases, si c'est pertinent. Si par contre elle ne fait que du démontage, eh bien elle peut demander l'attestation uniquement pour le démontage, ou si c'est un centre de stockage, uniquement pour le stockage, et de la même manière pour une typologie de matériaux ou plusieurs. Et pour chaque typologie de matériaux, on peut encore choisir pour quel type, quelle partie du processus est concernée. On pourrait imaginer, par exemple, pour les robinets, l'ensemble de la chaîne, déconstruction, traitement, stockage et revente, et pour les faux planchers, uniquement le démontage. Donc voilà, toutes les possibilités sont possibles. Alors, l'attestation fiabilise également les informations qui sont fournies aux professionnels impliqués dans un projet. Les informations qui vont être rendues au travers d'une fiche produit qui sera liée au processus qui a été audité va permettre aux différents acteurs qui sont concernés par le projet d'estimer, en fonction des informations disponibles et qui ont été validées, ce qu'ils peuvent faire avec le matériau. Je reprends l'exemple d'un isolant.
Si on a, par exemple, une fiche d'un isolant et on voit que la valeur lambda n'a pas été retestée, n'est pas connue, qu'il s'agit d'un isolant en laine minérale, eh bien, on sait que l'architecte ou le maître d'ouvrage sait qu'il va devoir prendre une valeur par défaut et que si on a affaire à une laine minérale, il va avoir un lambda 0,04. Ça veut dire qu'il va devoir prendre une épaisseur beaucoup plus importante pour réaliser son chantier que s'il avait eu la vraie valeur testée de l'isolant. Et donc, la valeur, le fait de ne pas avoir d'informations spécifiques de valeur retestée, c'est aussi en soi une information très importante parce que ça va guider vers le bon usage du produit. Donc, on va savoir ce qu'on peut en faire, dans quelles conditions, dans quelle épaisseur ou avec quelles conséquences. Au travers de tout ce processus, on garantit également, on assure aussi la traçabilité des matériaux de réemploi de la phase des constructions jusqu'à la phase de la revente. Et donc ça, c'est pas négligeable également pour donner de nouveau cette fameuse confiance qui manque dans l'approche. Alors, qui peut bénéficier de cette attestation? Qui peut la demander? Vous l'avez compris, hein, tous les acteurs du secteur de la construction qui sont actifs dans une des phases de réemploi, une ou plusieurs, des constructions, des montages, traitement, reconditionnement et stockage, de façon partielle ou complète, hein, toute la ligne ou une partie. Et comment se déroule le processus d'évaluation? Il se déroule en 2 temps. Il y a tout d'abord un contrôle de la définition du cadre que l'entreprise a mis au point. Et donc, cette partie est plutôt administrative et se fait au siège de l'entreprise. Et la deuxième phase, en fonction de l'étape de réemploi qui est visée des constructions, elle se fera plutôt sur chantier, où on va aller contrôler sur le terrain que les règles du cadre qui a été mis en place de manière théorique sont bien connues et sont surtout appliquées sur chantier. La même chose si c'est un atelier, on fera probablement du traitement, voir si le cadre théorique est bien connu dans la pratique et surtout est bien appliqué. Et donc, si les conclusions sont positives, aussi bien du côté administratif que du côté mise en application, eh bien, il y a une attestation qui est délivrée pour une période de 3 ans. Après la délivrance de l'attestation, l'année d'après, il y a une évaluation de suivi. On fait le suivi du contrôle qu'on a fait au départ, de manière à pouvoir suivre l'évolution du cadre mis en place. Et au terme des 3 ans, on refait une évaluation complète, administrative et sur terrain, pour reconduire l'attestation sur une nouvelle période de 3 ans. Alors, à la fin du processus, le demandeur, qu'est-ce qu'il a en main finalement? Il a son attestation, quand tout va bien, qui reprend de manière schématique un petit tableau à 2 entrées avec les étapes du réemploi concernées et les typologies de matériaux pour lesquelles il a demandé l'attestation. Cette attestation est évolutive, donc ça veut dire que la première fois qu'il se fait attester, les petits carrés qui sont à l'intersection entre les étapes du réemploi et les typologies de matériaux sont à un endroit bien précis, mais ça peut évoluer. C'est-à-dire que, par exemple, pour les robinets, on peut démarrer avec uniquement une phase et puis 3 ans après, dire maintenant je couvre la totalité des phases. Et l'attestation va également valider et le bulletin d'attestation va également montrer l'évolution et les différentes étapes du réemploi qui seront attestées pour la typologie de matériaux. Donc, ce n'est pas figé dans le temps. Et une chose importante également, c'est que ces informations, ces attestations sont publiées sur le site web de Safety and Circularity de manière à créer de la transparence, de la visibilité, de manière à ce que quand un particulier, un professionnel, entrepreneur ou prescripteur cherche une société attestée, une société reconnue, il puisse facilement trouver des noms, voir si l'attestation est toujours d'application, si elle n'est pas obsolète par exemple. Donc c'est une question de confiance également à ce niveau-là. Et donc chaque attestation est assortie d'un bulletin d'attestation par typologie de matériaux où on reprendra pour chacune des typologies de matériaux les différentes phases qui ont été évaluées et les éléments clés de ces phases, les constats qui ont été faits, de manière à pouvoir avoir plus d'informations détaillées
éventuellement nécessaires dans le cadre d'un chantier. Alors, il y a un document qui est facultatif, donc attestation, bulletin d'attestation vont ensemble, donc ça c'est indissociable. Par contre, la fiche produit concernée, ici nous avons développé un template que nous proposons aux sociétés qui n'ont pas encore de documents ou qui ne savent pas comment structurer la mise en page des informations qu'ils ont récoltées de la dépose jusqu'à la revente. Et on a listé par typologie de matériaux, en fonction des annexes techniques également, les critères qui sont obligatoires ou qu'il faudrait idéalement communiquer. Par exemple, pour les faux planchers techniques, la résistance au feu. En Belgique, en tout cas, légalement, on doit avoir un test de résistance au feu. Donc, cette information-là est obligatoire si on veut que le faux plancher récupéré puisse être réutilisé dans la même application en tant que faux plancher. Et si on n'a pas cette information, on ne pourra pas le réutiliser dans la même application. On pourra en faire ce qu'on veut d'autre, mais pas dans la même application. Donc voilà, ce template a le mérite d'avoir mis l'accent sur les critères importants, voire obligatoires par filière de matériaux, mais le template est proposé et n'est absolument pas une obligation. Alors, nous avons bien sûr un site internet où vous pouvez trouver toutes les informations complémentaires sur les détails de l'attestation, comment se faire attester. Également, c'est par le site qu'on peut demander une offre. Et donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez deux liens ici qui sont d'une part le site web et puis l'adresse mail dédiée à l'attestation. Et si vous envoyez les questions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Voilà. Merci beaucoup, Karine, pour la clarté de la présentation et d'avoir respecté le temps imparti. Il y a une question qui revient régulièrement dans la conversation, c'est est-ce que l'attestation pourrait être souscrite par des acteurs français? Est-ce que ça pourrait être reconnu par des assureurs français? C'est une bonne question. Nos annexes techniques ont été faites sur base des normes belges quand elles existent. Maintenant, on peut, le cas échéant, on peut étudier le cas, le type de demande. Il faut voir par filière de matériaux s'il y a vraiment de grandes pertinences ou des exigences locales spécifiques. Comme par exemple tout ce qui est protection incendie. Là, on peut pas jouer avec ce genre d'éléments et on peut avoir des normes qui, par pays, sont parfois différentes. Donc, c'est à étudier, effectivement. Là, il y a une autre question qui est relative au coût de l'attestation. À savoir, certains disent le réemploi déjà pour eux a peut-être un surcoût, et est-ce que ça rendrait encore davantage le réemploi plus cher? Est-ce que ça pourrait le freiner? Alors, je pense que c'est l'inverse, mais Alors, on a un peu testé dans le cadre du développement du projet, on a fait quelques petites études de marché et on a testé l'intérêt de l'attestation d'une part et également le niveau de prix avec quelques interlocuteurs qui sont déjà très actifs dans le domaine et qui nous ont dit, si ça me permet de faire la différence entre mon voisin qui fait tout et n'importe quoi et moi qui fais les choses dans les règles de l'art, tout de suite c'est oui. Vous n'avez même pas besoin de me donner le niveau de prix, je le fais parce que je vais marquer la différence et d'office, je pourrai démontrer mon sérieux et donc c'est pas les quelques milliers d'euros qui vont m'empêcher de prendre l'attestation. Donc, je pense que la plus-value que l'attestation peut apporter dans le cadre d'une concurrence sur chantier, à l'heure d'aujourd'hui, on parle de réemploi partout. Dans toutes les régions, en tout cas chez nous en Belgique, on commence à voir apparaître des exigences d'un certain pourcentage de matériaux de réemploi sur les chantiers neufs ou les chantiers de rénovation. Et les architectes nous disent, oui, nous, on met dans nos cahiers des charges que ce pourcentage, il est obligatoire. Et puis, les soumissionnaires, au départ, tout est possible. Et puis, quand on se retrouve au pied du mur, on n'a pas les matériaux, on n'a pas les matériaux en suffisance, la qualité n'est pas suffisante. Et donc, on recourt finalement à des matériaux neufs parce qu'on ne peut pas retarder le chantier. Et finalement, on a raté le coche.
Donc, je pense que l'attestation va permettre, si on veut vraiment développer l'économie circulaire, au travers des matériaux de réemploi en tout cas, elle va permettre à ces matériaux de réemploi de trouver leur chemin de manière plus professionnelle qu'actuellement. Peut-être une dernière question avant de passer à l'intervenant suivant pour Karine, quel est le lien entre cette attestation et les assurances des entreprises attestées? Alors, il n'y a pas de lien direct, mais aujourd'hui, un assureur, pour des matériaux de réemploi, il n'a aucune information. Il n'y a pas de normes harmonisées pour les matériaux de réemploi, donc on ne peut pas les certifier. Donc l'approche matériaux, on ne peut rien faire en fait. On peut faire des tests ad hoc, mais ce sera toujours ad hoc. Et donc, il faut toujours recommencer chantier par chantier. Donc, c'est coûteux, etc. Donc l'assureur, aujourd'hui, il n'a pas, de la part d'un entrepreneur ou d'un maître d'ouvrage ou d'un architecte, il va pas avoir de, certificat, de fiche technique. Par contre, si on parvient à montrer que, la société, a mis en place des processus qui ont été audités par une tierce partie qui reconnaît le sérieux de la société, le professionnalisme de la société, quelque part l'assureur, il va être rassuré et il va accepter de couvrir la société. Et donc, c'est dans ce sens-là que le lien peut se faire. Donc, c'est un lien plutôt indirect que direct. Merci beaucoup, Karine. C'était très clair. Donc, alors, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que les diapositives seront disponibles? Oui, on vous les transmettra à la fin. Et donc, maintenant, on va laisser la parole à la dernière, pas dernier intervenant, mais dernier cas pratique. Donc, c'est Monsieur Iviglia de la société TMH. Donc, Monsieur Iviglia, voilà, parfait. Je vous laisse, bonjour, et je vous laisse présenter votre diaporama. Ok, la caméra, ça fonctionne? Oui, c'est parfait, on vous voit. Le son aussi, très bien. Alors, Bon. je vais. Ouais, le son aussi? Oui, tout est bon. Ok, très bien. Je vais partager donc le document. Alors, est-ce que vous voyez le document là? Vous voyez ou pas? C'est parfait. Oui, vous voyez mon document. Alors, bonjour à tous. Donc, bravo, 270 personnes au webinaire, c'est impressionnant. Donc, je suis Alain Iviglia, je suis le responsable de l'entreprise TMH. C'est une entreprise qui existe depuis les années 50 et que j'ai repris autour des années 2000. Et nous avons comme activité principale la restauration de monuments historiques et du patrimoine. Nous avons des activités taille de pierre, maçonnerie, charpente, couverture, plus récemment la terre crue. On est implanté sur Bordeaux, on est à peu près un peu moins de 100 personnes. On travaille dans dans l'Aquitaine, l'Occitanie, voire un peu plus loin. Et nous sommes hautement qualifiés, on va dire, pour les activités taille de pierre et couverture. Et nous faisons environ 7-8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors sur le réemploi, si vous voulez, dans les monuments historiques, on a l'habitude de réemployer des matériaux, puisque les monuments sur lesquels nous travaillons, de façon à conserver leur identité et l'homogénéité des matériaux. On est habitué à travailler avec de la pierre, même si les carrières sont fermées, on est habitué à rechercher des pierres équivalentes qui ont servi à la construction. Alors, le débat sur le réemploi de la pierre est assez complexe parce que on a souvent affaire à des clients privés qui ont mis de côté les pierres en vue de faire des travaux de construction, de restauration, et on les déçoit souvent parce qu'on leur explique que malheureusement la pierre à bâtir, quand elle est issue du réemploi, elle nécessite énormément de temps à consacrer pour la remettre en état.
et je passe le stockage qui est jamais fait comme il faut, qui doit être fait à l'abri, qui doit être fait sur des palettes, qui doit être, comment dire, les pierres doivent être décrottées, elles doivent être rééquarries. Donc tout ça, si vous voulez, ça crée des heures et du temps qui fait que pour bâtir des murs, pour se resservir de pierres et bâtir des murs dans des opérations privées, bah, c'est rarement possible pour des problèmes de coût de main-d'œuvre. En revanche, au monument historique, évidemment, on intervient souvent sur des églises. On est bien content de trouver des patates de pierre issues des anciennes carrières qui ont fermé et qui sont chez des paysans et qu'on achète pas cher. Et on passe pas mal de temps à les retravailler, mais c'est indispensable pour l'identité du monument. Et tout ça, on le valorise évidemment dans nos offres. En revanche, alors après, la pierre de récupération, elle peut parfaitement s'utiliser sous forme de moellon, parce que le moellon, bah, enfin les pierres, on peut très bien voilà, les réutiliser dans des murs et différentes constructions, on va dire, secondaires. Par contre, la pierre ouvragée, quand on tombe sur des éléments des chapiteaux, des plates-bandes, tout ce qui peut être un peu ouvragé, c'est intéressant de le récupérer parce que ça se replace assez facilement puisqu'il y a eu du façonnage dessus et donc c'est intéressant. Après, le réemploi chez nous, la brique, tout ce qui est briques foraines, notamment dans la région toulousaine, les pavés, les tomates de terre cuite, les carreaux de ciment, on est souvent amené à devoir restaurer des châteaux sur lesquels bon, bah, il y a des volontés de vouloir changer un peu les sols ou les matériaux et tous ces matériaux, on est habitué à les récupérer. Alors évidemment, il faut les déposer avec soin, ça coûte aussi un peu plus cher que de les déposer en démolition. Donc on appelle ça la dépose en conservation. C'est vrai que ça génère un surcoût. Nous, on a une capacité de stockage et de, et de récupérer ces matériaux, donc on le fait, mais on le fait évidemment sur des matériaux nobles et qui ne sont pas trop compliqués à déposer en vue de pouvoir les replacer sur des opérations de restauration. Le bois, bien sûr, tout ce qui est panne, chevron et poutres. Alors évidemment, il faut que ce soit en bon état. Ça, on récupère très facilement. Je pourrais vous montrer sur mon dépôt pas mal de poutres. Et puis tout ce qui est tuiles. Alors les tuiles creuses, les tuiles plates, tout ce qui concerne les couvertures. Donc là, ça, on les récupère parce qu'on a besoin de les remployer sur des bâtiments à caractère patrimonial. Et puis le cuivre, le plomb, le zinc, tout ça, quand ça a fait son temps, on le récupère parce qu'il y a des filières qui sont aujourd'hui organisées et qui nous permettent de les vendre. Donc tout ça, c'est recyclé, ça fonctionne assez bien. Pour vous donner un cas concret, on a ici, je pense que vous voyez la nouvelle diapo là sur l'immeuble Castéja. Donc c'est une grosse opération qu'on a dans Bordeaux, c'est l'ancien hospice pour les sourds et muets qui est devenu la préfecture de police à une certaine époque, et puis qui était à l'abandon depuis quelques années. Il y a donc un projet qui vient de se créer dessus pour le transformer en hôtellerie et en logement. On a traité la restauration des façades et la restauration des couvertures de l'ensemble du bâtiment. Ça représente environ 6500 mètres carrés de couverture, donc c'est assez important. On s'est groupé avec Rodolphe, enfin avec la maison Audus Picard, dont Rodolphe doit être parmi les invités là, de façon à pouvoir se répartir un peu le travail. Donc, nous, on s'est concentré plutôt sur tout ce qui est canal, et puis Rodolphe ou du Spicard s'est concentré sur tout ce qui est métal. Et donc là, c'est vrai qu'il a fallu faire un choix comment dire, notre proposition de réponse au niveau de l'appel d'offres. Il était conseillé d'ailleurs d'utiliser un maximum de tuiles de réemploi. Donc il a fallu jauger de la proportion, que ce soit pour nous en tuiles ou pour Audus Picard sur la partie cuivre. Le bâtiment, vous voyez, il est vraiment important, hein. Il est composé de 2 ailes avec une cour d'honneur, 5 cours. Et en plus, on n'avait pas forcément la facilité de visiter les toitures à l'époque, au moment de l'appel d'offres, donc il a fallu être un peu malin. Mais en tout cas, pour ce type de restauration, eh bien, on conserve au maximum tout ce qui peut être conservé. Pour le cuivre, c'est une question
on va dire, d'expérience que nos couvreurs, puisqu'on doit une garantie sur l'ensemble du bâtiment. Donc ils ont l'expérience pour jauger, pour juger de la qualité des feuilles de cuivre à conserver, des plombs qui sont dans les chéneaux. Et puis pour nous, en ce qui concerne la tuile, c'est pareil, on a une habitude de vérifier que les tuiles de courant, alors quand on doit refaire des couvertures en général, on remet des tuiles de courant neuves. Par contre, les tuiles de couvert, les chapeaux, c'est évidemment des chapeaux qui sont en réemploi de façon à conserver une harmonie par rapport à la couverture. Donc on a tout un réseau avec le temps, si vous voulez, qu'on s'est constitué. C'est un réseau qui provient de nos salariés, de nos voisins, des entreprises de démolition, de déconstruction, qui savent qu'on est friand de récupérer des matériaux. Ce qui fait que sur notre dépôt, on a toujours un nombre assez impressionnant de palettes de tuiles, parce qu'on on les rachète volontiers. C'est indispensable dans notre qualité de couvreur monument historique, on va dire. Donc on a besoin de ce réseau parce que si, et d'ailleurs j'en discutais avec Rodolphe récemment, il y a une opération sur laquelle il y a pas loin de 6 000 m² de tuiles à refaire et ils imposent une tuile de réemploi, en tout cas pour les couverts. Donc si vous n'avez pas le réseau, si vous n'êtes pas armé pour répondre sur ces volumes-là, ça devient compliqué. Donc on a développé ça. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a été un peu plus loin. Donc là, je vous montre une diapositive. Vous voyez, on a un exemple de rack où on a voilà, une quantité assez importante de palettes de tuiles. Alors, on récupère tuiles creuses. On a travaillé sur la cathédrale de Bayonne. Il a fallu, là, par contre, changer la tuile. C'était une volonté. Elle avait fait son temps, mais certaines parties étaient quand même pas très abîmées, donc on les a gardées. C'était des tuiles comment dire, vernissées, des tuiles rondes vernissées. Donc c'est intéressant et à l'occasion, on arrive à les replacer sur certains chantiers. Avec le temps, on a décidé de développer un contrat d'entretien. Alors, en tant que couvreur, on est souvent appelé pour faire du dépannage et c'est pas ce qui nous intéresse. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un vrai problème d'entretien sur les monuments historiques et sur les bâtiments en général, hein, pour être clair. Mais dans le patrimoine, puisque c'est notre spécialité, on intervient évidemment pour des chantiers de réfection et on s'aperçoit souvent, très souvent, pour pas dire toujours, qu'il y a une grande partie des dégâts qui sont occasionnés par un manque d'entretien. Voilà, ça c'est incroyable. On n'est pas très fort sur ce point de vue-là en France, et à tel point que il y a une quinzaine d'années, nous on est intervenu sur une église qui, lors d'un orage, un pinacle de pignon est tombé sur comment dire, sur le chevet d'une église, ce qui a crevé la couverture et cassé une voûte en dessous et qui a donné lieu après sinistre, après expertise, à pas loin de 500 000 € de travaux. Et en faisant l'expertise, on s'est aperçu qu'en fait tout ce déséquilibre de ce pinacle qui est tombé et qui a créé ces dégâts venait d'une infiltration sournoise qui, avec le temps, avait complètement pourri un bois de charpente qui a fléchi légèrement, qui a appuyé sur le pignon pierre et qui a voilà, déplacé le pinacle, et avec le vent, voilà, tout est tombé. Et ça, je me suis dit, c'est vraiment dommage de pas proposer des contrats d'entretien. Donc on a fait ça il y a une quinzaine d'années sous le nom de Vigipatrimoine. Donc c'est une application et on propose en fait des contrats sur 3 ans. Donc là, vous voyez à l'image ce qu'on découvre quand on doit intervenir. La terre cuite ou l'ardoise, elle ne supporte pas le tapis végétal, ça la rend totalement perméable, donc c'est absolument pas adéquat pour nos monuments. Donc on a développé une application qui s'appelle donc Vigipatrimoine et qui propose des contrats sur 3 ans renouvelables avec 1 ou 2 interventions par an, voire 3 ou 4 selon l'importance des monuments, où on propose toute une batterie comment dire, de contrôle, des contrôles visuels, avec évidemment des interventions ponctuelles
en utilisant des matériaux de réemploi, toujours pareil, pour l'homogénéité du bâtiment. Donc c'est un contrat qu'on a mis au point, on a monté une application. On propose à la première intervention de faire un traitement curatif de façon à rendre la couverture propice à faire de l'entretien préventif. Et donc on a tout un ensemble de points de contrôle. Donc on prend les photos avant, on balaye tous les points de contrôle, on effectue les traitements anticryptogamiques, on nettoie les chéneaux, les réseaux, les EP, les regards, on vérifie tous les points, on va dire, qu'on a pu identifier lors du diagnostic d'origine. Ce qui permet d'aller là où on sait que le bâtiment a des risques. Donc, et c'est à la fois sur la couverture, sur la charpente, mais aussi sur les maçonneries, parce que toutes les parties, sur les églises notamment, toutes les parties en pierre qui sont pas verticales, qui sont obliques, ou les pieds de façade, les pieds de mur, avec le rejaillissement, c'est des parties qui sont, on va dire, qui se dégradent de façon prématurée. Voilà, par rapport on va dire, par rapport aux autres parties de l'ouvrage. Donc, eh bien, on intervient sur tous ces points avec un rapport final. Et ce qui permet, si vous voulez, quand on fait des calculs, ce qui permet au maître d'ouvrage de se rendre compte que cet entretien régulier et adapté par une entreprise spécialisée, puisque nos couvreurs ont la compétence, évidemment, non seulement aussi technique, hein, puisqu'il faut, pour entretenir une église ou une mairie ou une école, il faut pouvoir monter sur les toits, il faut des autorisations, il faut des formations, il faut des cassettes, il faut des autorisations, donc c'est pas simple. Donc en fait, ils se rendent compte que faire ces petits entretiens régulièrement par une entreprise spécialisée et adaptée sur les points névralgiques de l'ouvrage, leur confère une pérennité du bâtiment qui est évidemment salutaire, hein, pour tout le monde. Moi, je rappelle souvent qu'il appartient au maître d'ouvrage, au propriétaire, de faire de l'entretien. Si il est arrivé quelquefois que les sinistres liés à des défauts d'entretien ne soient pas pris en charge par les assurances parce que de fait, il était clair qu'il n'y avait eu aucun entretien et que le maître d'ouvrage n'était pas en capacité de prouver que l'entretien avait été fait, quoi. Alors ça commence par un pigeon qui crève dans un chéneau, hein, et qui crée des débordements, et voilà. Donc c'est assez simple, mais donc il faut cette proposition de contrat a un certain succès, puisque on est tenu maintenant enfin, je peux difficilement en prendre parce que il me manque du personnel, voilà, tout simplement. Pour passer à l'autre diapo, c'est aussi un cas d'étude intéressant. Vous avez des monuments vous avez des bâtisses qui sont exposées de façon, on va dire, excessive aux intempéries, à la météo. Et on a eu le cas sur la Villa Belza à Biarritz, que tout le monde, je suppose, connaît de vue. Donc on a restauré l'ensemble des façades et des couvertures. Et si vous voulez, sur ce dossier-là, je n'ai pas souhaité, moi, aller proposer la restauration sans contrat d'entretien. Donc j'ai imposé dans le marché que l'on intervienne tous les 2 ou 3 ans. En fait, on intervient tous les 2 ans pour dessaler les parements et reprendre les micro-fissures qui se créent inévitablement du fait des vents, de l'acidité ou de l'agression des sels sur les parements, puisque c'était une villa qui est en pierre, c'est une villa qu'on a restaurée avec des enduits à la chaux, en participation avec Saint-Astier. Préalablement, il y avait eu des campagnes de travaux qui avaient été faites qui n'avaient pas donné satisfaction, avec des RPE, des enduits totalement imperméables qui créaient des désordres à l'intérieur de la bâtisse puisque ça respirait plus, c'était plus perspirant. Donc il y a eu des procédures assez importantes. Et moi, pour me lancer là-dedans, je me suis dit, je ne souhaite pas avoir de sinistre. Et donc, je souhaite absolument mettre en place un contrat d'entretien pour donner une garantie décennale. Donc,
je n'hésite pas à proposer ce genre de méthode. Ça a été très très bien pris par les copropriétaires qui avaient vécu des campagnes de travaux préalables qui n'avaient pas donné satisfaction. Aujourd'hui, ça doit faire 8 ans, 7 ou 8 ans qu'on a fait les travaux et on a dû intervenir 3 fois. Et donc, on a programmé là une intervention au mois de juin, au printemps prochain, oui, pour une nouvelle campagne d'entretien. Et je peux vous dire que c'est très salutaire parce qu'on voit véritablement les enduits ou les pierres ou les calfeutrements se dégrader, les joints de pierre et les calfeutrements se dégrader de façon vraiment, vraiment prématurée, quoi. Écoutez, voilà, je pense avoir terminé mon intervention. Il est 11h04. Je suis pas très loin d'être dans les temps. Merci beaucoup, Monsieur Villa, pour la présentation. Donc, nous avons quelques questions qui sont remontées, et notamment, alors, ces questions liées à comment vous faites pour garantir la durabilité des tuiles réemployées. Et il y a à peu près la même question pour le bois. Comment vous faites Alors, c'est une question de perception. Nos couvreurs sont habitués à sonner les tuiles de façon à vérifier qu'elles soient toujours en bon état. On prend plutôt la précaution de les mettre en couvert plutôt qu'en courant. Donc elles reçoivent, si vous voulez, elles sont pas, c'est les tuiles de dessus, pas forcément les tuiles de dessous. Et pour ça, on a nous en monument historique, vous savez, on a avec notre assurance, on a comment dire, un petit avenant pour de la technicité dite non courante. Parce qu'on travaille pas toujours selon les DTU ou les normes, puisque par exemple pour poser du dallage pierre, dès lors qu'on pose du dallage supérieur à 5 cm d'épaisseur, 5 ou 6 cm d'épaisseur, c'est plus traité dans les DTU. Donc on est hors DTU et pour malgré tout rassurer nos clients et donner une assurance, on a dû travailler au sein du GMH, le Groupement français des entreprises de monuments historiques, qui réunit environ 200 entreprises. Il y a une quinzaine d'années, on a monté une petite cellule de réflexion avec des assurances, avec des assureurs, et on a développé ce complément d'assurance en fait que l'on prend pour de la technicité dite non courante, donc qui sortent des DTU. Donc la tuile de les matériaux de récupération sont traités dans cet avenant au même titre que des procédés ou des méthodes de construction, de restauration qui ne sont pas traités dans les documents officiels. La petite particularité qui nous est imposée, c'est d'avoir un cahier des charges rédigé par un architecte du patrimoine ou un ACMH, un architecte en chef des monuments historiques, ou d'avoir un bureau d'études spécialisé dans la restauration du patrimoine. Donc c'est la contrepartie, si vous voulez, qui nous permet de donner cette assurance. Donc pour les bois, c'est pareil, on les sonde. Les bois, on vérifie la qualité du bois à cœur et on fait calculer tout ça par un bureau d'études s'il y a besoin. Merci. Je crois que c'est bon parce que les questions suivantes portaient sur votre assureur, et justement, quelles étaient un peu les garanties. Je crois que vous avez répondu, en fait, vous avez fait d'une pierre deux coups. Très bien, c'est parfait. Je suis dans la pierre, moi, vous savez. On peut passer à Merci beaucoup. Alors, peut-être si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, puisqu'on termine par 15 minutes de questions générales. On fera remonter donc les questions, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur la première présentation qui n'ont pas été traitées. Et puis, vous aurez, si vous avez des questions sur la présentation que nous allons maintenant vous partager. Donc bonjour à toutes et tous. Ma collègue Capucine et moi-même, nous allons vous présenter les principaux enseignements du projet. Donc les 20 mois pendant lesquels nous avons travaillé avec Bellastock et Rotor sur la thématique de l'assurance et du réemploi. Alors pour les assureurs, le réemploi et l'assurance, comme vous l'avez bien entendu compris, est une source d'incertitude. Alors cette incertitude, elle a un double titre. D'une part, le réemploi va modifier la chaîne de responsabilité. C'est-à-dire que dans un schéma classique avec des matériaux neufs, le fabricant est responsable des matériaux qu'il vend à l'entreprise, et l'entreprise, quand elle met en œuvre, va devenir responsable.
avec le réemploi, cette chaîne de responsabilité est complètement modifiée, puisque le matériau est issu d'un ouvrage de déconstruction, et donc le fabricant n'est plus responsable. Et deuxième point qui engendre une grande différence aussi, c'est au niveau des caractéristiques du matériau de réemploi, et notamment son aptitude à l'emploi. C'est-à-dire qu'un matériau de réemploi, il a déjà eu une première vie, et donc cette première vie, généralement, il y a une certaine inconnue qui est relative à cet élément. Et ensuite, les questions liées à la dépose et au stockage sont également non maîtrisées par les acteurs qui vont arriver par la suite. Donc, ces éléments liés à l'incertitude font qu'il y a une nécessité de caractériser les performances des matériaux de réemploi. Donc, en effet, on va de plus en plus vers une caractérisation des performances qui sont destinées au réemploi, et ça passe notamment par le développement de différents guides et supports qui sont publiés, ou certains qui sont en cours de rédaction et de développement. Donc, on peut notamment citer les 36 fiches matériaux du projet FCRVE qui sont déjà disponibles sur le site internet du projet. On peut aussi citer les 8 guides de la Fondation Bâtiment Énergie, qui avaient donc pour objectif de développer des diagnostics complets par famille de produits pour mettre en place des méthodologies génériques de mise en place de démarches de réemploi de l'identification du gisement jusqu'à la remise en œuvre du produit. On peut aussi citer les guides du projet Spirou qui portent sur 10 autres familles de produits qui ont également pour objectif de mettre en place des méthodologies de caractérisation des performances, mais aussi avec pour objectif une reconnaissance assurantielle. Et enfin, donc on peut mentionner les guides qui vont être développés dans le cadre du projet européen Life Waste to Build et qui porteront sur 3 familles de produits courantes dans la région toulousaine. Donc, les objectifs de ces guides sont divers. Donc, notamment, le premier, c'est de présenter le processus ou la méthodologie à suivre pour mettre en place la démarche de réemploi et qui va de l'identification du gisement à sa remise en œuvre. Un autre objectif, c'est d'identifier les différentes performances qui sont à justifier pour les produits et matériaux destinés au réemploi. Donc, que ce soit par exemple des performances réglementaires liées à la sécurité des personnes ou encore liées à l'aptitude à l'usage. Et enfin, donc, ces guides pourront définir des modes de preuve qui permettent de caractériser du coup chacune de ces performances, donc soit en passant par la documentation existante, soit par des contrôles visuels ou encore par la définition d'essais soit destructifs ou non. Alors pour compléter cette approche par guide méthodologique, il a été décidé donc dans le projet de mener des retours d'expérience sur la base de projets achevés. Alors nous avons mené 11 retours d'expérience. Alors, il y avait 5 cas qui étaient centrés sur des acteurs. Alors, le plus souvent, c'était des revendeurs spécialisés et généralistes. Alors, parmi ceux-ci, nous avions notamment les sociétés, donc Mobius pour les dalles de plancher technique, Oracle pour les dalles de moquette. Il y a eu GME qui a présenté tout à l'heure pour tous les ouvrages métalliques. Nous avions également les reconditionneurs et revendeurs de radiateurs en fonte. Et puis, au niveau des généralistes, on a fait un focus sur l'activité de la plateforme CycleUp qui a récemment ouvert justement un atelier de reconditionnement pour les installations sanitaires. Donc, en parallèle et pour compléter cette analyse sur les acteurs, on a fait des retours d'expérience sur des projets de réhabilitation ou de construction qui ont donné lieu à du réemploi et soulevé bien sûr des enjeux assurantiels. Et ce qui distinguait ces projets les uns des autres, c'était une approche organisationnelle du projet différente et surtout une approche contractuelle des marchés différentes. Donc, on avait notamment un projet qui a fait en marché séparé avec la création d'un lot réemploi qui a structuré l'ensemble de la démarche, l'ensemble du processus. On a eu également en marché séparé du réemploi in situ. Et on avait 2 projets de conception-réalisation qui amenaient justement par cette structure à une réduction du risque. Enfin, on a deux cas centrés sur les services innovants, donc qui ont été présentés. Donc le cas de SECO avec l'attestation circulaire, et puis dans le cas de TMH, on a fait un focus sur le service Vigipatrimoine qui est apporté dans le cas d'entretien maintenance.
Donc, les objectifs visés par ces études de cas, donc, c'était s'interroger sur le processus donc, qui conduit à sécuriser le réemploi. Donc là, Capucine va revenir dessus et ça a déjà été présenté par Seco dans son attestation. Deuxième point, c'était identifier les moyens pour justifier les performances et l'aptitude à l'emploi, donc des matériaux réemployés. Donc ça, c'est un élément clé, puisque, comme je l'indiquais tout à l'heure, les performances des matériaux, une fois qu'ils ont été déposés, sont inconnues, puisqu'on ne connaît pas la façon dont ils ont vécu. On ne sait pas si les performances sont maintenues dans le temps. Et le troisième point, c'était, on a cherché à examiner les actions complémentaires qui pouvaient être déployées par les acteurs pour limiter les risques. Par exemple, c'est ce qui a été présenté par Julien tout à l'heure quand il disait qu'il prenait des mesures compensatoires et notamment qu'il surdimensionnait ces structures pour limiter les risques en matière de réemploi. Donc, en effet, parmi les cas, certains ont traité de cas de revendeurs dans lequel on voit que le revendeur a un rôle central et a notamment développé un processus systématique, voire quasi industriel pour certains des acteurs. Et donc, c'est un processus qui va de la dépose à la remise en œuvre en passant par les étapes de transport, reconditionnement et stockage. Donc, à savoir que parmi les acteurs qu'on a pu étudier, certains ne participent pas aux étapes de dépose et de repose, mais ils peuvent quand même avoir un regard sur ces étapes et donner certains conseils. Donc, dans tout ce processus qui est maîtrisé par les acteurs, il y a également des tests qui sont mis en place, notamment lors de l'étape de reconditionnement, pour évaluer et garantir les performances. Et certains acteurs vont jusqu'à constituer des fiches techniques donc pour apporter une meilleure traçabilité de l'information. Donc, c'est le cas notamment de Orag, Mobius ou encore de General Metal Edition. Donc, dans le cadre des cas d'études, dans les projets, ce que l'on a constaté également, c'est qu'à chaque fois, les acteurs avaient cherché à mettre en place un process de qualité qui allait du repérage du gisement au reconditionnement et ensuite à la mise en œuvre. Donc, processus qui veille à assurer une parfaite traçabilité de l'information. Donc, en parallèle, à plusieurs reprises, des tests ont été menés pour s'assurer que les matériaux pouvaient être utilisés, réemployés plutôt, dans une destination justement performantielle. Alors, on a eu le cas, par exemple, alors c'est assez rare d'avoir des isolants, mais on a eu le cas d'un isolant qui a pu être employé. Il y a eu des tests qui ont été menés et qui ont été parfaits. Donc, l'isolant a pu être réemployé. Ensuite, généralement, les acteurs vont constituer des dossiers ou une méthodologie qui permet justement d'apporter cette traçabilité de l'information. Et ces dossiers sont généralement transmis aux assureurs. C'est un peu l'élément clé qui va faire que l'assureur va considérer qu'il y a moins d'aléas, puisqu'il connaît bien l'information relative aux matériaux. Ensuite, un élément commun à l'ensemble des projets, c'est qu'à chaque fois, vous avez une validation collective des démarches. C'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les assistants à maîtrise d'ouvrage et souvent le bureau de contrôle technique valident la démarche et donc vont faire que l'assureur va apprécier, va voir qu'il y a un avis d'experts multiples qui valide l'approche suivie en matière de réemploi. L'autre point, c'est que dans certains cas, vous avez des mesures compensatoires qui sont prises. Donc, tout à l'heure, on a cité le cas de General Metal Edition. On a un autre cas où il y a eu un réemploi de luminaires. Donc, luminaires qui servaient à éclairer les bureaux et qui ont été réemployés dans la mesure pour des locaux techniques, dans la mesure où les exigences réglementaires ne convenaient pas pour un réemploi dans une zone de travail. Enfin, ce qui se déroule régulièrement, c'est d'avoir des conditions d'usage moins exigeantes. Et donc, pour terminer, donc, comme le disait Frédéric au début de la présentation, la mise en place de démarches de réemploi peut modifier un petit peu la chaîne de responsabilité entre les différents acteurs. Donc, les différents cas que l'on a pu étudier ont montré la nécessité que l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur soient impliqués, et ce, à des étapes et des moments précis du projet. Donc, on peut notamment citer la maîtrise d'ouvrage, l'assistant à maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre qui doivent être impliqués dès la phase de conception et dès la rédaction des CCTP, notamment pour introduire des objectifs de réemploi, mais aussi pour que la maîtrise d'ouvrage mettre des moyens en œuvre pour sécuriser le réemploi et pour favoriser la traçabilité de l'information.
On peut également citer pour la phase de rénovation-construction les assureurs et les entreprises de travaux. Donc notamment, les assureurs doivent être sollicités le plus en amont possible et les entreprises de travaux doivent être sensibilisées à la démarche de l'emploi et doivent également dialoguer avec leurs assureurs. Et enfin, donc en dernière phase, on peut citer la phase de maintenance et les entreprises de maintenance qui, pour l'instant, ont un rôle qui est assez peu structuré, mais qui porte tout de même un intérêt puisque ce sont des acteurs qui sont les mieux placés, les mieux qualifiés pour justement caractériser les performances des matériaux et de justifier de la pérennité du bâtiment. Et donc, c'était le cas notamment de l'exemple de TMH tout à l'heure. Et donc, dans les différents cas que l'on a pu étudier, donc ce sont les fabricants qui étaient le plus absents de cette chaîne de valeur, sauf pour le cas de Oracle que nous avons traité et dans lequel les fabricants en fait acceptent de prolonger leur garantie produit pour des dalles de moquette qui sont donc traitées selon un processus très bien maîtrisé par Oracle et un processus de reconditionnement en plusieurs étapes. Merci de votre attention. Donc maintenant, nous allons conclure le webinaire par une série de questions. On revient sur le chat. Alors moi, je veux bien ouvrir le bal. Il y a une question donc, qui nous demande qu'entendez-vous par dossier lié aux matériaux pour apporter une meilleure traçabilité de l'information? De quoi est-il composé? Et avec quel support? D'accord, donc c'était effectivement alors, on a plusieurs cas de projet où une méthodologie va être développée en matière sur le process, c'est-à-dire de la dépose au stockage, au reconditionnement. Et en fait, le dossier va reprendre quelquefois par des photos ou par des documents rédigés qui précisent comment la dépose s'est effectuée, à quel moment, quel était l'état du stock, est-ce qu'il était, c'était un bon état, est-ce qu'il y a une connaissance sur la date de conception des matériaux. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qui vont caractériser le matériau et ensuite qui vont concerner la dépose soignée et le stockage vont être rassemblés au sein d'un dossier. Ensuite, il y a des éléments qui vont préciser comment ces éléments ont été reconditionnés. Est-ce qu'il y a eu des tests qui ont été apportés? Et si des tests ont été apportés, ils vont être ajoutés au dossier. Et en fait, c'est l'ensemble de ces éléments vont constituer un dossier et vont être remis ensuite aux assureurs. En quelque sorte, ces dossiers vont être un peu l'équivalent de fiches techniques pour des matériaux neufs. On a une deuxième question qui ouvre sur le diagnostic PEMD, donc qui est maintenant réglementaire. Quid du diagnostic PEMD non évoqué dans ce processus en fait d'assurabilité des matériaux? Moi, je veux bien me lancer dans la réponse. Alors, disons que le diagnostic PEMD, c'est un diagnostic qui a vocation à faire une première caractérisation des matériaux, mais qui va nécessairement être trop sommaire pour pouvoir évaluer de manière fine et précise les performances des matériaux qui sont attendus pour leur futur domaine d'emploi, sachant que souvent, ce futur domaine d'emploi n'est lui-même pas connu lors du diagnostic. Donc, disons que c'est une première étape qui va permettre de donner des informations de base, mais elle devrait être suivie de diagnostics beaucoup plus poussés et de fameux protocoles techniques de réemploi, si on peut résumer le petit dossier dont on parlait tout à l'heure, qui vont devoir expliciter carrément, alors qu'ils peuvent être rédigés par la maîtrise d'œuvre, par des bureaux de contrôle. Il y a plusieurs acteurs qui commencent à proposer ce genre de service et qui vont décrire beaucoup plus finement les performances des matériaux attendus par rapport à leur domaine d'emploi et surtout comment vérifier ces performances-là. Donc le diagnostic, c'est la première marche, mais disons que l'escalier pour arriver jusqu'au stade de l'assurabilité en décennale comprend d'autres marches. Merci Hugo. Donc, je vois qu'il y a une question qui nous est posée directement, qui concerne l'ensemble de l'étude apportait une conclusion sur la démarche méthodologie à suivre pour assurer les matériaux de réemploi. Si oui, laquelle? Je crois qu'on l'a un peu indiqué. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une rigueur à apporter. Les assureurs, d'ailleurs, nous ont dit eux-mêmes que, je crois que ça a été aussi précisé par Capucine en conclusion,
il est important dès le départ, dans les CCTP, de bien rédiger les questions et la manière dont le réemploi va être attaqué. C'est-à-dire que c'est un point clé, même pour les assureurs vont aussi examiner ce point-là, à savoir comment le projet est structuré. Ça, c'est un premier élément, mais c'est pas l'essentiel. Et ensuite, concernant les matériaux de réemploi, eh bien, on l'a bien indiqué, il faut qu'il y ait un sérieux au niveau de la constitution des preuves à apporter ensuite, et vraiment avoir une excellente traçabilité sur qui fait quoi, quel était l'état des matériaux initial et comment s'est déroulé le reconditionnement. Comme l'a indiqué Karine, en fait, cette démarche, c'est celle qui est un peu proposée aussi par Seco. C'est un process. Et ensuite, alors le process, il est général. Ensuite, quand on est sur des matériaux, il peut y avoir effectivement des tests complémentaires à apporter. Notamment, tout à l'heure, je parlais des isolants. Si on veut montrer qu'un isolant est performant, on va mener des tests. Là, on s'écarte du process, mais c'est des éléments en plus. Et après, il y a aussi possibilité, comme on l'indiquait, d'avoir des mesures compensatoires. On peut faire un surdimensionnement. On peut aussi avoir un usage qui est moins exigeant. Par exemple, on peut très bien avoir des vitrages. On a vu aussi le cas de vitrages qui étaient utilisés pour une salle de classe, qui ont été réemployés, alors après avoir été reconditionnés, pour un passage, c'était pour une coursive extérieure. Et là, l'objectif, c'était uniquement de fournir un éclairage à la coursive. Mais il n'y avait aucun objectif de performance thermique. Une question sur les protocoles de requalification spécifiques de chaque famille de matériaux. Donc, est-ce qu'il en existe? Alors, on a esquissé un peu de la réponse pendant la présentation, mais disons qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sources qui sont en train d'émerger et qui voilà, donnent des informations sur les étapes techniques de manière voilà, plus ou moins approfondie qu'il faut mettre en œuvre depuis la dépose jusqu'à la remise en œuvre des matériaux de réemploi. On a le projet européen FCRBE hein, qui accueille ce webinaire, qui a produit 40 fiches matériaux qui est première partie. Il y a le projet de la Fondation du bâtiment énergie et du CSTB qui a produit 8 guides que tu as présenté, Capucine. Et il y a le projet Spirou aussi, donc, qui est mené actuellement avec le CSTB notamment pour continuer à étendre ces protocoles techniques sur d'autres familles de produits. Donc, les informations voilà, techniques, elles commencent à être assez abondantes et assez spécifiques. Après, il faut garder en tête que la question de l'assurance, ce n'est pas uniquement des protocoles techniques, c'est aussi des bons réflexes à adopter pour prévenir ces assureurs, par exemple, le plus en amont possible du projet. Ça concerne les maîtres d'ouvrage avec leurs dommages ouvrages, et puis ça va concerner aussi les maîtres d'œuvre et puis les entreprises avec leurs assurances décennales. Il y a des bons réflexes qui consistent à anticiper un maximum les choses et donc à réunir autour de la table tous les acteurs concernés dès le début. Et il y a un bureau de contrôle, évidemment, qui va avoir un rôle central à jouer là-dedans. Et puis, de manière générale, voilà, se doter des compétences. Hein, c'est ça qui ressort aussi de ce webinaire. Moi, j'ai l'impression qui vont permettre de rassurer, de fiabiliser le fait que les différents matériaux qui sont intégrés sont bien aptes à être intégrés sans risque supplémentaire la plupart du temps. Et quand il y en a, eh bien, on prend des mesures compensatoires pour gérer ces risques-là. Alors, je prends une autre question alors, qui s'adresse aux entreprises, aux intervenants, donc à GME et puis à TMH. Donc, pour GME, c'est concernant l'assurance pour quelle est l'assurance pour les matériaux qui sont revendus uniquement via la plateforme? Et puis pour TMH, c'est est-ce que votre assureur, Monsieur Viglia, demande, quand vous êtes en garantie décennale, qui est à côté un contrat d'entretien lorsqu'il y a du réemploi? Ouais, alors Julien. là, nous, pour Sinfina, ce qui est sur Sinfina, c'est une assurance qui est liée à de la revente de matériaux d'occasion. Voilà, donc, Monsieur Viglia, si vous êtes encore en ligne, est-ce que votre assureur donc exige pour les garanties en décennale le contrat d'entretien? Alors, je pense que c'est pas le cas, mais... Oui, bon, bonjour. Non, non, c'est pas le cas. Mon assureur ne réclame rien. Dans mon avenant de technicité non courante, on va dire que c'est traité là. Et en fait, j'ai pas de sinistre, si vous voulez, qui sur du réemploi, qui proviendrait de problématiques de réemploi. Donc en fait,
mon assureur ne s'en inquiète pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pour le maître d'ouvrage, dès lors qu'il peut justifier d'un contrat d'entretien de son bâti, en fait, il peut négocier une baisse de sa prime, vis-à-vis de son assurance puisqu'il peut justifier que quelqu'un de professionnel vient régulièrement l'entretenir. Donc, il y a forcément une baisse de la sinistralité aussi pour lui. Donc, lui peut négocier une petite diminution de sa prime. Merci de votre réponse. Alors, il y a plein de... Moi, j'avais noté une série de questions pour General Metal Edition au début qui n'avaient pas été posées. C'est des questions un peu pratiques, mais comment on sait l'année d'un acier de réemploi? Vous parlez des années 70. Comment on sait qu'il est il n'est pas antérieur à cette année? Quel est le rayon d'action de votre entreprise? Et puis aussi, quel traitement vous faites sur les aciers de réemploi? Ouais. Alors, première question, principalement, on s'intéresse à l'historique du bâtiment et en règle générale, on a toujours une trace de la date de construction d'un bâtiment, donc on sait parfaitement quand un hangar a été construit en quelle année. Et on a des DOE qui existent depuis quelques années tout de même, donc on se base là-dessus, on se base sur les DOE. On se base évidemment sur le savoir du maître d'ouvrage. Après, il y a des petits détails, des petites signatures sur les poutrelles en fait. Donc, on arrive aussi quelquefois à retrouver non pas un numéro de coulée, mais en tout cas une marque et une signature qui permettent de dire que cet acier est de telle période. Mais alors bon, c'est beaucoup plus ponctuel. Il faut arriver à le trouver. Il y a aussi quel traitement vous faites sur les aciers en ouais, et alors là, justement, là, c'est le gros truc de développement, là, nous concernant. C'est que dans l'immédiat, on fait des choses quand même très, très artisanales, entre guillemets. C'est pour ça que, par exemple, on ne récupère pas d'acier thermolaqué. Les aciers qui ont été thermolaqués sont très très difficiles à sabler, si vous voulez. Voilà. Quand on envoie un média dessus, ça rebondit. Voilà, c'est vraiment complexe. On est vraiment embêté avec ça. Donc on évite de reprendre des aciers thermolaqués. Il y a de la recherche à faire de ce côté-là, parce que pour le moment, c'est des sources qu'on ne peut pas utiliser. Ensuite, pour la galvanisation, on est embêté aussi, parce que tous les ouvrages galvanisés, la seule chose qu'on peut faire avec derrière, c'est de l'assemblage mécanique. Bon, ça tombe bien, c'est notre métier. Donc voilà. Mais par exemple, ressouder quelque chose sur une poutrelle qui est galvanisée, c'est impossible. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une poutrelle, on va faire des perçages, on va prendre une cornière neuve, on va refaire un assemblage avec cette pièce galvanisée. Mais on va pas pouvoir, je sais pas, mettre un gousset dessus ou autre, ça va être compliqué. Voilà. Donc par contre, un primaire anti-brouille qui constitue l'ossature d'une charpente traditionnelle de hangar intérieur. Ça se sable très très bien. Ça peut même être pris ponctuellement. Voilà. Et nous, nos enjeux d'avenir, ils sont là-dessus. C'est-à-dire que on aimerait beaucoup industrialiser ce process de traitement de poutrelles derrière pour les avoir à nu et pour faire en sorte que nous, quand on les retravaille, ou n'importe qui, quand il les retravaille derrière, il a plus besoin de faire ses stratagèmes voilà, il a la possibilité de ressouder des choses assez simplement dessus, parce que voilà, PRS que vous avez vu tout à l'heure, il a fallu sabler le dessus, il a fallu pour pouvoir les repeindre. Enfin voilà, c'est le truc. Alors que si on avait un beau tunnel pour sabler les poutrelles automatiquement, parce que beaucoup de charpentiers ont déjà, mais
Ouais. Merci, merci Julien. Ça sera la dernière question. On va devoir clôturer ce webinaire. Alors, c'est bien de finir par cette question et par ton intervention, Julien, parce que ça montre aussi que finalement, le réemploi, c'est pas toute une sauce à réinventer et qu'on peut s'appuyer en fait sur des savoir-faire qui existent déjà, qui sont juste à adapter, on va dire, pour voilà, transitionner, aller vers du réemploi, mais qu'on part pas de zéro et tant mieux, c'est encourageant. Peut-être pour clôturer, donc vous répétez à nouveau que l'ensemble des supports vous sera transmis après le webinaire et surtout que l'ensemble des livrables du projet FCRBE, dont un petit rapport un peu plus complexe et présentation sur la question des assurances et tout un ensemble d'autres outils sont disponibles pour la plupart dès maintenant sur le site du projet européen. Et pour ce petit rapport des assurances, donc à la fin du mois, il sera téléchargeable sur le site. Voilà. On vous remercie à nouveau d'avoir été aussi nombreux à ce webinaire et on vous souhaite une très bonne journée. Et on voudrait remercier aussi, bien sûr, Karine Yarnaud de SECO, Monsieur Alain Viglia et puis Julien pour leur présentation et leur implication dans les retours d'expérience que nous avons pu mener. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.